Hello, bienvenue sur le podcast de l'Hippodème en clair. Je m'appelle Claire et il y a 5 ans, on m'a diagnostiqué un lipodème après plus de 15 années d'errance médicale. Cet événement a changé ma vie. J'ai compris que ma mission était de prendre soin de moi et d'aider d'autres femmes à aller mieux. L'Hippodème en clair, c'est un appel à l'action, à l'échange et à l'entraide. Je te souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'accueille Emmanuelle, qui est secrétaire à l'association maladie du lipodème France. Donc, on va parler de l'association qui représente le lipodème en France. Et puis aussi, on va parler du congrès auquel elle a participé en octobre 2023, un congrès international, donc on va apprendre beaucoup de choses, je pense. D'abord, Emmanuelle, en fait, j'aimerais que tu te présentes. Alors, je sais que tu es aussi atteinte de la maladie, donc si tu peux revenir, peut-être sur, ton parcours et puis tout ce qui est associé, toi personnellement à la maladie, en fait, tout ce que tu as pu vivre autour de ça. Oui, bien sûr. Bonjour, Claire. Merci beaucoup, hein, pour, cette fenêtre, je suis ravie d'être là. Oui, bah, écoute, moi j'ai 46 ans, je vais pas mentir. J'ai 3 enfants et je suis atteinte, de lipœdème depuis la puberté. Moi, c'est, plutôt, j'ai pas de souvenir de pas avoir, porté cette maladie, quoi. Ça remonte à longtemps. J'ai, eu des soupçons sur, le nom de cette maladie, comme beaucoup de femmes à la diffusion de l'émission de Amy sur TF1 en 2019 où il y a eu un aha moment comme beaucoup, hein, de femmes où je dis: «Mais quand même, ça c'est moi quoi, ça me parle, c'est beaucoup de choses qui correspondent». Donc j'ai plus que tiqué. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que moi déjà, je viens d'une famille de médecins. Donc moi, toute petite, on m'a dit que j'avais un problème et on m'a diagnostiqué un lymphœdème. Donc moi, j'ai eu des traitements conservateurs, très jeune. J'ai eu de la pressothérapie, j'ai eu des DLM, j'ai eu de la mésothérapie, j'ai eu de l'isoméride, j'ai eu des régimes alimentaires à 800 calories par jour. J'ai eu tout ça avant 18 ans, quoi. Bon, devant l'échec, de tout ça, moi, je me suis doutée qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Pour, tout te dire, j'ai consulté un chirurgien déjà à l'âge de 18 ans parce que j'étais gênée par mes jambes et je voulais, si tu veux, qu'on puisse m'aider sur le côté fonctionnel, c'est-à-dire m'en enlever à l'intérieur des jambes, pas que ça frotte. On a vite fait discuter, mais comme je t'ai dit, je viens du sud aussi et comme tu le sais, dans le sud, il fait chaud et que d'avoir des grosses jambes qui se touchent, 40 en plein été, c'était insupportable. Donc puis ça a pas pu se faire. Donc moi, quand je tombe sur Rémi ou que j'apprends que, bah, c'est une maladie opérable, bah, j'ai pris ma voiture et je suis allée voir le premier chirurgien dans le premier hôpital à côté de chez moi. Et là, bah, j'ai pas eu franchement de diagnostic. J'ai eu une liste de, risques longue comme le bras. Donc je suis sortie un peu, dépitée, mais en me disant: «C'est pas fini quoi, je veux une prise en charge». Donc je suis allée dans un autre hôpital voir un autre chirurgien, heu et là, bah, j'avais pas une liste de risques, il m'a dit: «OK», mais j'avais toujours pas de diagnostic. Alors, bah, on a fait ça. On a commencé par, faire les cuisses, heu et puis il y a eu un besoin d'une reprise. Donc j'ai demandé qu'on aille plus loin dans la lipo, j'ai demandé qu'on fasse les jambes et ça n'a pas été possible. Enfin, ça n'a pas été accepté. Donc moi, en réalité, j'ai subi 2 interventions avant d'avoir un diagnostic formel. Voilà. Donc suite à ces 2 interventions, moi, j'avais toujours mal en bas des jambes, en fait. Et c'était devenu plus saillant et ça, c'est vrai, ça je peux en témoigner. Moi, ça a été un truc tout à fait réel, c'est-à-dire que j'ai senti la différence des douleurs entre le haut et le bas des jambes, heu, entre les interventions. Donc je me suis dit: «Je vais pas rester comme ça, faut aller au bout, quoi». Moi, je dormais pas la nuit, les mollets étaient très douloureux. Alors, on y reviendra peut-être, mais c'est quelque chose que j'ai appris aussi, pendant le congrès, c'est que c'est pas normal que les mollets soient plus douloureux. Il y a une physiologie qui est un petit peu différente en bas des jambes. Il y a une concentration en sel qui est pas tout à fait, la même que dans le reste, des membres et la configuration des graisses aussi est plus centrale.
Donc c'est pas normal qu'il y ait plus de douleur. Voilà, c'est pas que moi, quoi. Donc mal en bas des jambes, je vais aller jusqu'au bout et puis là, enfin, c'est une recherche et je pousse la porte, du docteur Zulinger et je lui demande: «Mais» et j'ai ma première question, c'est: «Est-ce que ce diagnostic existe juste? Est-ce que c'est réel?» Et il m'a dit: «Oui, oui», il m'a dit que j'étais atteinte et on a enfin, complété, ce traitement-là et depuis, je suis ravie et tu vois, c'est drôle, hein, c'est un truc que j'ai observé, moi, en post-op. Tu vois, on connaît les douleurs, post-opératoires, non, on voit ce que c'est. Mais moi, au milieu de ça, je remarquais que j'avais plus ces douleurs inflammatoires. C'était très net et je lui ai dit d'ailleurs, je crois que c'est à la 2 rendez-vous post-op ou même le premier, hein. Je dis: «Mais, j'avais mal de en post-op, mais j'avais plus mal, ces douleurs inflammatoires» et c'était très clair, quoi. Donc voilà, donc je suis ravie moi d'être allée au bout de mon traitement, mais ça a été une aventure quand même. Voilà. Du coup, c'était, les douleurs que tu as, c'était quelle sensation tu avais, tu peux Alors m'expliquer? ouais, moi j'avais d'abord le sentiment d'être comprimée, une sensation de tension dans les membres et comme de fièvre si tu veux. J'avais ce truc où je me touchais les jambes en disant: «Mais c'est pas possible, c'est chaud, ça doit être chaud et tendu». Tu vois? Mon cerveau me disait: «Mais tes jambes elles sont chaudes, elles sont tendues», comme quand tu as la fièvre quoi et quand tu touches, c'est tout le contraire, c'est froid et c'est mou et c'est très étrange, tu comprends pas quoi. Pourquoi c'est aussi, pourquoi c'est pas aligné quoi ton message et puis, donc il y a un peu un peu une dissonance cognitive quoi, hein, c'est pas très agréable. Ma fille qui a aussi, cette maladie, elle a une bonne définition, parce que c'est pas facile, hein, de caractériser les douleurs, c'est une douleur diffuse, enfin me concernant, hein. C'est une sensation assez diffuse, assez latente, qui peut être intermittente, qui revient quand tu l'attends pas et ou qui disparaît quand tu sais pas. Ma fille, elle me dit: «Moi, j'ai l'impression que ce sont comme des douleurs de croissance». Tu sais, ces douleurs un peu en fond de teige quand tu fais une poussée de croissance, par exemple et je la rejoins un peu. Moi, c'était ça, sauf que, à 46 ans, on n'a plus de douleur de croissance, c'est fini depuis longtemps. Donc fatalement, je veux dire même à 40 ans quand j'ai commencé mon parcours, je veux dire c'était pas forcément pas des douleurs de croissance, donc c'était autre chose, quoi. Ouais, bah, j'aime bien, demander à ce que la personne explique les douleurs parce que, justement, des fois, on sait pas que c'est une douleur qui est associée à la maladie, donc ça peut aussi donner des pistes. Mais je te rejoins sur le fait que des fois, c'est difficile à expliquer, en fait, la douleur, qui est diffuse, qui est, gênante. Des fois, c'est des gènes, en fait, mais c'est sûr que c'est difficile à expliquer. Et donc le chirurgien, le tout premier que tu es allé voir, est-ce que c'était un chirurgien qui était, spécialisé ou comment, enfin, quel type de chirurgie il a pratiqué? Alors, ouais, juste, sur les douleurs, je veux te rejoindre parce que c'est un sujet vraiment important et ça a été soulevé aussi, pendant le congrès et moi, ça a été quand même un déclencheur aussi. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on ne demande pas aux patients de mettre le doigt sur leur douleur ou de conscientiser ce qui se passe et on a tellement l'habitude de vivre avec que, je crois que le cerveau aussi, nous fait mettre ça de côté. Quelque part, on fait tout pour ignorer cette douleur. Moi, elle a été saillante à partir du moment où c'est vrai, je me suis fait opérer la moitié des jambes, mais tu vois, il y avait, l'association, des Hollandaises au congrès qui disait: «Mais si on nous pose pas la question de si on a mal, on va pas aller se plaindre parce qu'on vit avec tout le temps». Il y a une forme de norme, on n'a pas de référence à qu'est-ce que c'est de vivre sans douleur. Donc c'est super important, que les médecins posent cette question, que nous on se demande nous-mêmes. Mais au fait, c'est vrai, j'y avais pas pensé, et puis, de comparer avec des moments de soulagement qu'on peut avoir quand même après avoir, s'être baigné ou avoir fait un drainage ou voilà, manuel ou autre chose, comparer à ces moments de soulagement-là et rappeler aux femmes que la norme, c'est de pas souffrir, se battre contre la douleur. Donc merci. Heu, le premier chirurgien, alors écoute, voilà, moi ce qui s'est passé, c'est que, quand j'ai entendu, Amy, j'avais moi cette croyance que d'abord je voulais aller à l'hôpital. Je voulais pas aller, dans un cabinet privé. Bon, voilà, c'était une ligne. Je voulais pas aller à l'étranger. J'avais entendu, ça que beaucoup de femmes se faisaient opérer à l'étranger, mais pour moi c'était,
Bah, c'était un souci que je voulais pas faire vivre à ma famille, si tu veux. Je trouvais que déjà j'allais engager un parcours qui allait, bon, qui allait être compliqué pour tout le monde. Je voulais pas qu'il y ait ce truc-là et s'il y a une complication, comment je fais pour, voilà, pour, me faire récupérer tout ça? J'avais une crainte par rapport à ça. Donc pour moi, ça devait être à l'hôpital et ça devait être de proximité. Bah, c'est pas compliqué, tu prends un compas, je prends un compas, tu fais le tour autour de chez toi, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit: «Mais à l'hôpital, si j'amène une hypothèse diagnostique, ils vont vérifier. Ils vont pas me laisser comme ça». Je veux dire, même s'ils ont jamais entendu parler, bah, il y a quand même de la ressource, dispo, il y a quand même Google, il y a plein de choses, ils vont vérifier, ils vont poser la question. Bah, ça s'est pas du tout, passé comme ça. Je suis allée à l'hôpital avec mon hypothèse, diagnostique. J'ai rencontré un chef, hein, de service, de chirurgie plastique et oui, nous, on n'a pas le droit en tant que patiente de poser un diagnostic et ça, c'était très clair. Moi, je venais avec, mon hypothèse et je crois que mon hypothèse lui a pas plu. Heu et voilà, bon, il y a eu j'ai eu d'autres actes, dont tous étaient pas, indiqués. Donc je vais pas parler de tout, mais j'ai une série d'autres, actes, que j'aurais pas dû recevoir. Voilà. Heu, Tout ça est en discussion, donc je vais pas aller plus loin. Oui, donc en fait, tu es allée voir un chirurgien qui était pas forcément, aujourd'hui, ce qu'on dit spécialisé dans le lipodème? Alors non, il n'est pas spécialisé, il y en a très peu, qui sont spécialisés chez nous. Maintenant, c'est vrai qu'on continue à penser, nous et la raison aussi de notre action à l'association et la raison pour laquelle, je me bats, c'est que, on ne devrait pas avoir besoin de chirurgiens spécialisés dans le lipœdème. Moi, je crois que chaque femme qui passe la porte d'un hôpital qui a un service de chirurgie plastique devrait rencontrer un praticien qui est capable de diagnostiquer et prendre en charge un lipœdème. C'est une condition médicale. Donc, ils doivent se saisir de ça, si tu veux. On ne devrait pas avoir à faire un tri entre les praticiens. C'est un soin qu'on devrait recevoir, je pense, dans l'hôpital public français. Voilà. Et donc toi, en étant allée dans un hôpital, public, c'est pas pour ça que c'est pris en charge? Financièrement, tu veux dire? Oui, financièrement, pardon, ouais. Ah oui, non, pas du tout, pas du tout. Alors le truc, c'est que, moi, j'étais allée, à l'hôpital parce que, voilà, je pensais qu'il y avait un garant, si tu veux, d'éthique. Et en fait, pas du tout. Mais peu importe je m'attendais pas à ce qu'il y ait une couverture, financière là-dessus. En plus, je vais pas te mentir, il m'a opérée en clinique, hein. Donc moi, les consultations se sont passées à l'hôpital, mais il m'a opérée en clinique. Quand il a fallu reprendre, j'ai demandé à ce qu'on m'opère à l'hôpital parce que je voulais une surveillance, en fait, et ça n'a pas été possible, hein. Il n'a pas voulu. Non, comme tu dis, c'est vrai que, ce qui est compliqué, c'est d'être, opéré, bah, après moi, de mon avis, c'est délicat d'être opéré, en clinique privée. Donc, je te rejoins dans le fait où on se dit, bah, à l'hôpital public, on se sent peut-être plus à l'aise, ou en tout cas, on se dit qu'on a peut-être, d'autres compétences, à faire à des médecins qui ont d'autres compétences. Mais bon, oui, comme tu dis, c'est, la problématique justement à laquelle, vous travaillez, de se dire que, bah, il faudrait que, on ait le plus possible de chirurgiens, compétents ou qui connaissent la maladie. Parce que c'est aussi le fait de pas la connaître et aussi la liposuction, le fait qu'ils utilisent les bonnes méthodes aussi de liposuction. Ouais, tout à fait. Après, je veux quand même dire, je pense qu'il y a de l'espoir, hein, parce que la technique en soi, elle est pas hors de portée pour eux. Nos chirurgiens sont parfaitement capables heu, d'avoir cette technique. Voilà, la liposuction, ils la maîtrisent, elle est un peu particulière pour le lipœdème. Ils sont parfaitement capables d'avoir cette expertise-là. Heu, je veux pas, tout dévoiler, tu demanderas à Pascal, mais, je peux te dire, il se passe des choses quand même dans l'école, de médecine, au niveau de la formation des chirurgiens et on est assez enthousiaste avec ça. Parce que cette expertise-là, ils peuvent l'acquérir assez facilement. Le diagnostic, bah, c'est une autre histoire. Oui, ils sont capables de le poser, mais oui, on préfère qu'il y ait un avis, si tu veux, médical aussi, d'autres corps heu, médicaux, comme les angiologues. On préfère qu'il y ait une lecture et qu'il y ait une pose de diagnostic, voilà, par des médecins, avant une indication chirurgicale. Mais nos chirurgiens sont parfaitement capables de faire cette pratique-là, avec une formation qu'ils vont avoir dans leur cursus, de base.
Oui, oui, bah, après c'est intéressant, hein, de parler de ce sujet, est-ce que, après moi parfois je conseille le fait aussi que le chirurgien ait de l'expérience. Dans le Alors il faut bien commencer quelque part, hein, il va il va bien commencer avec une patiente, mais personnellement, je pense que je serais plus, attirée par un chirurgien qui montre, qu'il a déjà opéré un lipodème parce que alors même si la technique, elle est simple, je pense que quand même, opérer des mollets et des chevilles, ça je pense que c'est le plus, le c'est assez technique quand même. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, le bas des jambes est assez particulier et c'est vrai qu'il faut une expérience, avec ça et ben, nous, on est pour qu'ils apprennent ça encore une fois sur les bancs de l'école. Les gars, faut y aller. C'est pas parce que c'est spécifique qu'il faut le mettre de côté. On croit que c'est possible et je te rejoins, j'ai consulté un troisième chirurgien entre j'en ai vu quelques-uns pour avoir des avis, toujours à l'hôpital et en lui montrant le bas de mes jambes et qui m'a dit: «Oui, vous avez de la chance, j'ai déjà fait ça une fois». Bon, écoute, non, ça va pas être assez, je suis désolée. Donc mais dans leur cursus, si tu veux, avant qu'ils soient quand même, lâchés en voilà, avec leur plaque et ils apprennent quand même, aux côtés d'autres et ça, c'est possible de dupliquer, si tu veux, de répliquer l'expertise par, par la formation, par, être coaché, d'abord par, des chirurgiens qui ont l'habitude de ça et multiplier la formation et que ceux qui savent, enseignent aux autres et ça, on y croit, on n'est pas les seuls à y croire, il y a, voilà, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place un petit peu en ce moment pour répandre cette expertise-là et oui, je te rejoins, d'abord l'anatomie des vaisseaux, elle est particulière dans le lipœdème, donc il faut faire super attention. Tu vois, le premier chirurgien qui m'a opéré n'avait aucune idée du diagnostic du lipœdème. Pour autant, j'ai pas eu de complications de type, lymphodème secondaire, tu vois? Ils sont quand même, bon, prudents sur les vaisseaux, et sur la technique du bas des jambes, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est spécifique, c'est particulier, mais c'est faisable, donc on y croit, ça va venir. Et toi qui as la vision, du coup internationale, est-ce que du coup c'est quelque chose qui est fait, ailleurs ça, la formation, de l'ensemble des chirurgiens, en Allemagne je pense? Ils sont peut-être plus avancés? Alors, c'est une bonne question. J'ai pas, d'infos, si tu veux, dans leur fonctionnement interne des écoles de médecine à l'étranger. Mais je sais que, même si ça ne se passe pas dans les écoles de médecine des différents, pays, ça se passe, dans les cliniques. Oui, il y a des experts qui invitent d'autres chirurgiens d'autres pays à venir, faire des stages chez eux, c'est-à-dire à les suivre, dans toutes leurs interventions pendant un certain temps pour leur transmettre les techniques. Ça se fait beaucoup. Les Allemands forment d'autres chirurgiens à l'international. Si ça passe pas par le cursus, académique, on va dire, ils font ça autrement et oui, ça arrive. OK. Et du coup la tu as vu 3 chirurgiens. Est-ce que tu t'es fait, au final diagnostiquer par un angiologue? Alors non, non, parce que, ça m'a jamais été, indiqué, quoi. À aucun moment on m'a dit: «Écoutez, pardon, mais là, il faut aller voir un angiologue pour vous faire diagnostiquer». Heu, mais, je suis pas une patiente facile, c'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, je suis arrivée en disant: «Non mais j'ai ça. Maintenant, je sais, j'ai ça». Bon et j'ai une confirmation par le docteur Zullinger, donc ça m'a suffi, voilà. Oui, oui, bah, après souvent, quand on lit les témoignages, on se reconnaît, c'est sûr, hein, quand on le sait, enfin, voilà, on a l'idée, après oui, c'est sûr que l'angiologue, il est mieux parce que enfin, se faire diagnostiquer par l'angiologue, c'est sûr que c'est mieux parce qu'il y a moins, peut-être l'intérêt, financier derrière, je sais pas. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, alors je reconnais que moi j'aurais adoré, hein, être diagnostiquée par un médecin. C'est pas que j'ai pas, voulu, c'est que ça m'a pas, enfin ça m'a pas été suggéré quoi de d'aller, recevoir un diagnostic, par un angiologue. Mais moi j'aurais adoré et c'est pour ça qu'on se bat aussi à l'association, c'est recevoir un diagnostic d'un médecin avec une éducation qui va avec sur la maladie.
Parce que les chirurgiens, ils prennent pas toujours le temps de t'expliquer la physiopathologie, les bonnes habitudes, les bonnes pratiques, comment, gérer cette maladie au quotidien. Parce que même si on est opéré, on le sait, bah, faut quand même, ajuster son mode de vie, tout ça. Alors moi, le docteur Zulinger m'a donné un régime anti-inflammatoire, m'a expliqué les grandes lignes. Mais je crois que quand tu vas voir un angiologue, bah, c'est super de d'abord, qu'on t'explique que c'est génétique aussi, que c'est pas que toi, qu'il y a des bonnes pratiques, mais que tu peux pas tout faire tout seul, qu'on va t'aider, enfin expliquer, toute la maladie. Je crois que c'est important l'éducation aussi pour, les patientes et je pense que ça fait partie, du rôle des médecins de transmettre cette éducation-là, aux femmes pour qu'elles voilà, elles s'approprient, ce problème-là et elles l'abordent le mieux possible et c'est vrai que les chirurgiens n'ont pas toujours le temps prennent pas toujours le temps de faire cette démarche-là. Je pense qu'un oncologue le ferait. Oui, 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 bah, alors après, tu vois, moi, je référence les angiologues, dans l'annuaire que j'ai créé, donc avec les patientes, qui me conseillent tel ou tel médecin. Mais bon, c'est pas pour ça, qu'il sait aller plus loin que le simple diagnostic. Ça aussi, c'est que, bon, Ouais. bah, comme tu dis, il y a besoin de formation, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, d'abord merci encore, hein, pour, ton annuaire, Claire. C'est un travail remarquable et les patientes ont vraiment besoin de cet outil. Moi je pardon de ne pas avoir consulté son annuaire avant de commencer mon parcours de soins. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été mis en ligne. Tu vois, l'association n'existait pas, par exemple, quand moi j'ai commencé mon parcours de soins. Ah oui. Mmh. Oui, oui, donc moi j'ai commencé en 2019, direct, hein, donc mais on a l'espoir que beaucoup de femmes, soient accompagnées avec ça, mieux qu'elles ne le sont, aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des fois un diagnostic qui est un peu sec, posé avec, «On peut rien faire» comme commentaire, derrière, ce qui est faux. Il y a plein de choses à faire. Donc, bah, une fois encore, nous on est là pour essayer de dire, «Hey, non, il y a des choses à faire, on peut aller mieux», surtout passer le message aux femmes que, elles peuvent prendre une partie d'abord, elles sont actrices de leur traitement. Faut vraiment qu'elles soient, en collaboration avec les médecins, mais en collaboration avec leur propre corps, quoi. Il y a des choses à faire, hein, très intéressantes et on peut être soulagé de façon tout à fait significative par de l'auto-soin et par des choses à faire, soi-même. Donc oui, il faut continuer à en parler, continuer à diffuser le message, continuer à taper aux portes des sociétés de médecins, ce qu'on fait aussi pour que cette éducation-là, bah, pénètre les milieux et que l'information soit diffusée de façon correcte et que les femmes, reçoivent, un accompagnement, qui fasse une différence, quoi. Et du coup, bah, on peut passer peut-être à la partie, association. Est-ce que tu peux bah, alors déjà, depuis quand toi tu es entré dans l'association? Et puis, peut-être ton rôle, qu'est-ce que c'est le rôle d'une secrétaire dans l'association? Alors moi, je suis rentrée dans l'association, l'année dernière. En fait, j'ai participé au congrès, tu sais, qui avait été organisé, à Paris. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'y participer, mais je l'ai trouvé très complet. Alors moi, mon parcours de soins était terminé. C'est-à-dire j'avais reçu mes 3 interventions. Moi, c'était fini, mais quand même, je dis: «Mais j'ai sans doute de l'information encore à recevoir» et j'ai été ravie de participer à ce congrès que j'ai trouvé, complet et bien monté. Et j'ai appris après, donc j'ai l'association, bah, oui, je vais apporter ma pierre, moi, si je peux aider, à la chose et puis, on a su qu'à l'assemblée générale bah, l'équipe devait changer quoi, que l'ancienne équipe, continuait pas. Donc est-ce qu'on laissait l'association mourir? Et donc ce bel effort qui avait été commencé, s'éteindre et moi et puis d'autres, hein, on a sauté dedans en disant: «Non, on ne veut pas que cet effort, meure. La problématique, elle est de taille, elle est trop importante, il y a trop de femmes qui sont impliquées, et on veut que ça continue et que ça porte des fruits». Donc bah, voilà, on a sauté dedans. Moi et puis les autres, de l'équipe. On lâché. Moi, j'ai pris, le rôle du secrétariat parce que ça s'est trouvé comme ça, parce que j'ai aussi je suis présidente d'une autre association si tu veux, donc qui n'a rien à voir. Donc j'ai des casquettes, bon, bah, faut varier aussi. Je sais ce que c'est que d'avoir besoin de gens pour, remplir les rôles, quoi. Donc j'ai dit: «OK, secrétaire, c'est parfait. On y va». Donc voilà, on a commencé le rôle administrativement parlant, c'est pas très intéressant de développer le rôle de la secrétaire, je dois faire des comptes rendus d'assemblée générale, écoute, bon, qui s'en soucie?
Après on s'est retrouvés avec voilà, qu'est-ce qu'on fait? La tâche elle est immense, hein, dans la reconnaissance, du lipœdème. On va en reparler parce qu'il faut plus dire ça. Je vais t'en reparler après. Mais mais en tout cas de la diffusion de l'information et d'éducation autour de cette maladie et de l'accompagnement des patientes. Donc il y a plusieurs axes tout de suite qu'on s'est donnés. D'abord, c'était, transmettre de l'information par le site internet. Donc ça, c'est quelque chose auquel j'ai activement, participé puisque c'est mon mari qui a développé le site. Voilà, on l'a alimenté ensemble. Ça a été communiqué, sur la tenue du congrès. Ça, c'était quelque chose qui me paraissait important parce que comme c'est moi qui allais me rendre au congrès, je peux pas y aller toute seule. Donc on a diffusé cette information au grand CHU de France, les services de chaires plastiques, hein, et aux sociétés savantes, de différents corps de médecine. Heu, voilà et alors donc et puis on est allé chercher l'information, scientifique, c'est vrai par la participation au congrès qui a été super. On a fait plein de connexions, c'était vraiment un moment super, je t'en reparlerai. Et puis alors, en parallèle de ça, c'est, émuler, les médias pour qu'on en parle, pour qu'on fasse de la place. Il y a beaucoup de femmes qui sont sans doute, chez elles, qui ne savent pas qu'elles sont atteintes d'une maladie et que peut-être simplement, voilà, un article de presse ou une émission, bah, peut la rejoindre dans sa souffrance et voilà et créer ce aha moment que, par exemple, moi j'ai eu. Heu, donc ça aussi, c'était un axe et puis, aller parler aux institutions pour dire: «Hey, on existe, on a besoin d'aide, il y a des prises en charge qui existent, faut nous aider». Donc voilà, il y a toutes ces directions, qui ont été prises. Moi, concrètement, c'était, ce que je t'ai dit, le site et puis l'axe un petit peu, de veille scientifique, voilà et de vulgarisation de ce qu'on pouvait, ramener. Il y a notamment, l'assemblée générale du coup qui va bientôt avoir lieu. Qu'est-ce qui Oui. se passe dans une assemblée générale Ah! du coup? Mmh. Mais oui, merci d'en parler Claire, absolument. L'assemblée générale, c'est un moment, c'est la grand-messe d'une association si tu veux, c'est un moment qui est c'est légal quoi, hein. Une réunion qui est légale, qui est prévue, qui doit se faire une fois par an. Mais nous, on est ravis, c'est, le moment de présenter ce qui a été fait, pendant l'année et voilà, de présenter, les différents bilans moraux, financiers, les projets et voilà, de parler un petit peu de ce qui se fait dans l'association. On est, très, très contents, de ce moment-là, quoi, pour expliquer aussi ce qui se fait un petit peu en off parce qu'on met pas tout, hein, sur les réseaux évidemment. Tout est pas dit, donc on va un petit peu voilà. L'épisode, il sera sûrement publié après, du coup, l'assemblée générale. Mais justement, il faut, enfin, là, on peut passer le message pour lequel il faut adhérer, en fait, à l'association. C'est le moment. Mais merci. Oui, 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 il faut adhérer à l'association. C'est toujours le moment pour adhérer à l'association. Il y a pas de bon, de mauvais moment. Bien sûr, faut adhérer d'abord, si vous avez besoin de soutien, oui, rejoignez-nous parce qu'on va vous accompagner et puis si vous avez eu votre parcours de soins, c'est une façon aussi de soutenir, l'effort qui est fait pour que cette connaissance se généralise, que cette prise en charge, se démocratise et qu'on arrive à ce qu'il y ait, allez, on le croit, un dépistage, quasi systématique ou en tout cas une prise en charge, beaucoup plus régulière du lipœdème en France. Donc oui, si, vous nous rejoignez, ça donne de la force, à l'association, bien sûr et on sera ravis de vous accueillir. Oui, oui, tâche qui n'est pas la plus facile, hein, de toute façon, puisque c'est une association qui est assez jeune quand même. Oui, l'association, elle a été créée, en 2019. Il y a déjà eu, plusieurs, rotations, hein, dans l'équipe, mais elle a cet avantage d'être, reconnue, d'utilité publique. Donc faut pas, oublier ça, c'est-à-dire que les adhésions sont défiscalisées. Bon, j'en parle vite fait parce que ça peut compter, mais les dons aussi, sont défiscalisés parce que, on nous a reconnu quand même une utilité publique, voilà, dans les actions qu'on mène. Donc donc ça compte quoi, voilà. Le soutien qui nous est apporté. On est très reconnaissant du soutien qui nous est apporté et on a plein de projets, on a envie de faire plein de choses, donc c'est pas du tout, fini, hein. Il y a beaucoup de travail encore à faire et on est sur le on est dans les starting blocks pour, d'autres choses aussi, quoi.
Oui, ça, bah, une jeune association, bon, ça demande, une organisation déjà en interne, dans l'équipe, ça demande aussi, à avoir des contacts, de trouver les bons contacts, d'intégrer, les réseaux, de médecins. Je suppose que, c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire, quoi, hein? Ouais, le truc, c'est qu'on est dans une association de patientes, donc il y a plusieurs axes, de travaux qui sont importants et qui prennent, c'est vrai, du travail. Il y a effectivement un axe, de communication, c'est-à-dire d'alimentation des réseaux, mais pas que, de répondre, aux emails. C'est tous les jours, qu'on répond à des patientes, pour des questions personnelles, des questions administratives, donc ça, Evelyne, dans notre équipe, répond aux emails, de façon tout à fait régulière et avec bienveillance aux patientes qui en ont besoin, communique de l'information quand il y a besoin. Aurélie alimente les, réseaux sociaux et c'est un travail, c'est-à-dire que, bah, il faut poster, il faut répondre aussi. Donc on a une présence, là. Heu, Pascal, déplace des montagnes quand il s'agit d'accéder aux institutions et aux instances. Donc on est très content de ça et puis, bah, moi je suis en soutien, voilà, je suis un petit peu, la gratte-papier de l'équipe parce que, bah, c'est moi qui constitue les documents, voilà, quand, il faut aller, les consensus cliniques, enfin le consensus clinique qu'on nous a demandé par exemple, de composer pour, présenter devant l'HAS, mais peut-être que Pascal t'en reparlera, mais bon, on a produit un document, édité par l'association, sourcé de 150 études cliniques et bon, bah, il a fallu le faire aussi, c'était plusieurs jours de travail. Donc voilà, il y a tous ces axes-là. Il faut on veut voilà, pouvoir soutenir les patientes, c'est notre priorité. Vraiment l'accompagnement, des patientes, dans le soin et dans l'éducation qu'elles peuvent recevoir est une priorité, absolue et faire en sorte un jour qu'il y ait une offre de soins qui rencontre, cette attente et cette souffrance et différentes problématiques des femmes atteintes de lipœdème. Donc il y a un axe évidemment avec les médecins et les sociétés savantes qui est en train de s'étoffer. Je suis aussi en contact avec, des médecins, notamment le président de la Société française de lymphologie, docteur Vigne, mais pas que, d'autres médecins de Société française de médecine vasculaire, qui est aussi expert auprès de l'HAS. Donc on est vraiment très, très content que, ces personnes nous suivent quoi et fassent une relecture de nos papiers et eux-mêmes du coup, poursuivent, hem, des études, en fait, des groupes d'études, sur le lipœdème. Ça, alimente beaucoup, l'éducation des médecins entre eux, quoi et la Société savante aussi de chirurgie plastique, on ne veut pas oublier parce qu'on travaille aussi avec eux et qui sont actifs, aussi pour, une prise en charge de la maladie, reconnue en France, quoi. Ouais, j'allais te demander justement, on parlait patiente, mais je voulais voir le côté aussi, du monde médical. Mais donc tu as très bien répondu et de toute façon, oui, Pascal, je la recevrai peut-être dans un épisode plus futur si, il y a des nouveautés à annoncer ou ce genre de choses dans vos partenariats, parce que c'est sûr qu'il faut impliquer, le monde médical, Est-ce que justement vous avez, alors parce que moi c'est le cas, hein, c'est-à-dire il arrive que des médecins ou, tout type de spécialistes, me contactent en me disant: «Bah, est-ce qu'il y a une formation qui existe?» On voudrait, il y en a qui demandent, hein, à être, formés, à la maladie. Donc il y a un peu de tout, mais il y en a vraiment qui sont, proactifs, hein, franchement, d'angiologues, d'orthopédistes, voilà. Et aujourd'hui, il y a le DU de lymphologie, je sais, qui parle, du lipodème. Mais voilà, oui, si on peut parler plus tard, de formation, ce serait super, quoi, hein. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi, hein. D'abord, c'est une super nouvelle, hein, qu'il y ait des professionnels qui spontanément, se mobilisent pour, en savoir plus et acquérir une expertise là-dessus. C'est super. Oui, le DU de lymphologie, parle du lipœdème. Le professeur Hersan intervient dans ce DU et est très actif aussi auprès de la l'HAS, quoi, pour, obtenir une prise en charge. Donc on espère nous que s'il y a des publications de l'HAS, nécessairement ça va débloquer quand même des choses, au niveau de la formation des médecins et l'éducation des médecins, de plus généralement. Après de l'information, il y en a sur internet. On a tous, Google Scholar, on a tous, PubMed. Il y a des choses
qu'on peut trouver quand même, sur internet, de la part des médecins. Maintenant, ils peuvent aussi venir nous voir, on a des éléments. On a des on a des biscuits pour, leur donner, mais c'est vrai que, par exemple, moi, les médecins, tu vois, on a eu un médecin qui nous a communiqué, spontanément une recherche, une étude, publiée par lui, donc peer reviewed, et il s'est formé, tout seul. C'est-à-dire qu'il est allé chercher l'info tout seul, et voilà. Maintenant, moi, je communique, par exemple, à ceux qui sont curieux, le congrès, l'intégralité du congrès. Il y a quand même des choses qui sont dites, c'est une information qui est globalement à jour. Voilà, si on complète avec, ce qu'on peut trouver sur internet, il y a quand même des moyens de pouvoir avoir de l'information et puis qui sera affinée avec, les publications qui vont encore venir. Parce que c'est vrai que la recherche, et c'est une bonne nouvelle, hein, se développe beaucoup dans les autres pays, et en France, ça commence à venir. Donc moi, j'y crois. Faut surtout dire à ces professionnels de pas baisser les bras. De la formation et de l'information, il y en a. Nous, il y a un document, on a un consensus clinique, qu'on a édité, pour la visite avec l'HAS. On pense que enfin, on pourrait le publier quoi prochainement pour que justement les professionnels se saisissent de ça. Il y a une approche médicale, vasculaire et chirurgicale dans ce document-là. Il est assez complet, il est très sourcé. Et je pense que ça peut être aussi un point de départ pour, les professionnels qui s'intéressent à la question. Mais une fois encore, il y a beaucoup de publications quand même qui sont, sur internet. Il y a un moyen d'avoir de l'information et de la formation. Justement, bah, on peut revenir sur le congrès du coup. Est-ce que tu peux, bah, tu expliquer, en quoi ça consistait? Par qui c'était organisé? Qui ça réunissait? Faire une petite présentation de ça. Ouais, bien sûr, bah, les filles, j'aurais aimé, vous emmener toutes au congrès. C'était super. C'était un moment incroyable. D'abord, on a été, invités, très chaleureusement. Surprenant parce qu'on est une association de patientes, quoi, et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une place, à côté des médecins et des chercheurs, mais pas que la MLF, hein, les différentes associations de patientes, et on était nombreux, je crois qu'on était 18, hein. Donc c'était un moment, d'abord qui était vraiment sous le signe de la bienveillance et du focus sur les patientes et la souffrance des patientes. Je veux le dire parce que c'était, moi je me suis sentie comprise, dans ce congrès. Il y avait, beaucoup d'expertise qui était mise au service du soulagement des patientes et de la compréhension des rouages du lipœdème qui sont pas simples. Je veux quand même le rappeler. Les études génétiques par exemple, bah, coûtent cher, mais il y a des experts qui, sont déterminés à arriver à dénouer un petit peu tout ça, donc ça, c'est une super nouvelle. On a été, invités, donc on a eu une journée de pré-congrès, où on s'est rencontrés, les différentes associations de patientes. Bah, déjà, c'est super parce qu'on est toutes là pour la même chose, avec les mêmes un peu problématiques, et donc on a pu échanger, s'aider un peu. Il y a beaucoup d'entraide dans ce milieu-là au niveau international, et ça, c'était très joli. Nous, on est arrivés, on m'a des Américaines sont extraordinaires, mais pas que, hein, les Allemandes sont très sympas aussi. M'ont donné tout leur matériel, par exemple, de communication, qu'elles produisent, chez elles, si tu veux, en disant: «Mais inspirez-vous si vous voulez ou pas, prenez ce que vous avez envie de prendre». Enfin, il y a vraiment une entraide quoi, un partage. On a aussi reçu, une formation, sur une standardisation, si tu veux, des protocoles, de recherche, hem, pour pouvoir former des cohortes internationales. Donc ça a été, aussi la journée de pré-congrès. Il y a une feuille de route qui a été éditée par la LWA, donc la Lipedema World Alliance, à laquelle la MLF est affiliée parce que nous sommes une association. Donc et on a une formation avec ça pour pouvoir standardiser des protocoles et créer des cohortes, internationales si tu veux. Donc qui ont plus de poids aussi dans la recherche et qui amènent, des datas aussi, un peu plus, fiables, enfin plus solides on va dire. Et leur feuille de route est extrêmement bien faite. Donc on est impliqués si tu veux, on nous invite à rentrer dans le monde de la recherche et pouvoir, apporter une pierre, là-dessus. J'ajoute que par exemple, je suis pas la seule, mais il y a cette liberté aussi de pouvoir remonter, bah, nos petits commentaires. Moi j'ai insisté sur le fait que c'était important de pouvoir, standardiser par exemple la classification des stades parce que, bah, la définition, elle est variable d'un praticien à un autre, et je trouve que ça manque un peu
par exemple de précision pour standardiser, pour l'instant ce genre de choses. Par exemple, moi je pense que j'étais à un stade 2 si tu veux avant de commencer mon parcours. On m'a diagnostiqué un stade 1-2. Mais c'est quoi un stade 1,5? Du coup, on se trouve où, tu vois? Donc moi, je trouvais que c'était important, bah, de clarifier un peu tout ça avant et que tout le monde ait le même langage là-dessus. Bon, OK, mais du coup, on a une formation aussi à l'écriture d'articles, scientifiques qui a été, proposée, là-bas. Donc voilà, ça c'était, en pré-congrès. Après, le congrès était, d'abord organisé, comme du papier à musique. C'est extrêmement bien déroulé. Heu et il y avait différentes, expertises. C'était très enrichissant et j'ajoute qu'il y avait des points de vue qui n'étaient pas d'ailleurs toujours dans le même, sens quoi, hein. Des experts qui se côtoient et puis chacun développe, son point de vue et tout ça se passe, dans la bienveillance et dans la co-construction en fait bah, d'avoir, une data plus fine et plus solide quoi. Donc c'était un moment, super. Il y avait évidemment des chercheurs, en médecine, donc des médecins vasculaires, des endocrinologues, des chirurgiens, vasculaires, des chirurgiens, plasticiens, et puis j'en oublie sans doute, des médecins généralistes comme le docteur, Michilini qui a conduit des études tout à fait intéressantes sur la douleur et ça, si tu veux, ça a enfoncé, ça a renforcé, si tu veux, un certain nombre de connaissances et de data qu'on avait déjà sur le lipœdème par rapport aux publications qui avaient déjà été faites, mais ça a aussi ouvert le champ à de nouvelles explorations et je trouve que c'est important d'avoir les 2. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des études, qui sont, plus exploratoires et qui ont peut-être pas, beaucoup encore de résonance ou de heu, réplication dans la sphère, scientifique, il faut les ignorer. Je pense que la recherche, elle commence aussi comme ça, c'est-à-dire on explore une idée et puis à partir du moment où ton protocole, il est bien monté, c'est-à-dire que, ta méthode et bah, tes variables, elles sont solides, elles sont isolées comme il faut. Tu as recruté ta population avec, des facteurs d'inclusion, d'exclusion. Enfin, il faut savoir que le mot d'ordre de la recherche scientifique, en médecine, mais pas que, c'est d'être réplicable. Voilà, donc à partir du moment où tu as une méthode qui est réplicable et ben, elle peut être confirmée ailleurs dans le monde, elle peut être confirmée dans le temps et là, on peut commencer à avoir des données vraiment solides et bah, c'est super passionnant, quoi. et du On y croit. Pardon. et du coup, en français, donc il y avait l'association, il y avait d'autres, personnes qui t'ont accompagnée ou? Alors, d'abord, la seule présence sur place en Allemagne, dans ce congrès-là, c'était la MLF et la seule personne présente française à ce congrès-là, c'était votre servante. Non, Il y j'étais la avait seule quel française. il y avait quoi comme pays représenté, du coup, en association? Ah, en association, il y avait, Espagne, Irlande, Angleterre, je vais en oublier un, Danemark, Norvège, les Norvégiens sont très sympas, États-Unis bien sûr, Allemagne, bien sûr, je sais pas si je l'ai dit, j'en oublie, hein, Italie peut-être? italienne, Ouais, Italie mmh. bien sûr, oui, oui, grosse, délégation italienne, hein. J'en oublie, je suis à 9 je crois, mais on était 18, donc Ah j'en ouais, oublie mmh. forcément. Oui, oui, c'était nombreux. Mais je vais te dire, les chercheurs, c'était encore plus. Il y avait 21 pays, qui étaient représentés parmi les chercheurs, quoi. Donc il y a quand même une dynamique, internationale qui se met en place autour du lipødème, qui est tout à fait intéressante et on se rend compte que, les problèmes sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est quand même c'est une dynamique, pays, si tu veux. Bon alors les pays asiatiques sont peut-être moins représentés avec le lipødème. Mais c'est intéressant de justement dans l'épistémologie, bah, de voir aussi la répartition géographique de cette, maladie-là. Mais je peux t'assurer que tous les pays, de l'Ouest, en gros, sont globalement représentés. On a eu des Néo-Zélandais aussi, hein, des Indiens d'Inde. Enfin donc voilà, il y a quand même des pays, globalement, l'hypodème est bien réparti. Ouais et c'est à quelle fréquence qu'il a lieu ce congrès? Alors tous les 2 ans, je crois, on a déjà reçu un petit mail, très sympa du docteur Gotz, pour nous dire que on serait bienvenus à la prochaine, la prochaine tournée, la Mais prochaine session. C'est l'Allemagne qui est à l'origine, en fait?
Alors, non, pas que. C'est vraiment une organisation internationale. L'organisme organisateur, c'est la LWLA, c'est la Lipedema World Alliance qui a été, fondée et qui est, conduite par le docteur Michelini, qui est un médecin, italien et donc sont affiliés des médecins et des associations. Le but de cette association justement, mondiale, c'est de faire rejoindre les patients et les médecins et de faire avancer la recherche en co-construction si tu veux, vraiment. Et donc c'est pour ça qu'il y a un travail d'éducation, des associations et des médecins et que tout ça s'oriente vers une recherche qui, voilà, qui soit polarisée, dans le même sens, hein, dans la prise en charge des patientes, du lipœdème. Les organisateurs, les chairs, si tu veux, du congrès étaient donc le docteur Michelini, représentant la LWA, le docteur Herbst, qu'on ne présente plus, mais qui est madame lipœdème, aux États-Unis, qui est une endocrinologue qui passe, son temps quasiment à la recherche, hein, sur cette maladie, qui publie beaucoup, qui est très intuitive, que j'aime beaucoup, bon, de toute façon et qui, voilà, qui a des insights super sur lipœdème et le docteur Gotz, qui lui est un chirurgien allemand et qui opère, le lipœdème, qui est un expert, notamment des stades avancés, par exemple. Voilà. En Allemagne, c'est un peu comme chez nous là, c'est des cliniques privées qui opèrent le lipœdème? Alors, j'ai pas l'information sur les établissements qui prennent en charge le lipœdème en Allemagne, mais je sais en revanche qu'il existe une prise en charge financière pour les stades avancés, à partir du stade 3. C'est-à-dire que, même si vous êtes opéré en clinique, avec un stade 3 en Allemagne, vous serez soutenu par le système, vous serez remboursé. En revanche, ce que je sais, c'est que les Allemands, les patients et les médecins sont beaucoup plus au courant du lipœdème, sont beaucoup plus éduqués, sur la question. Des associations de patientes, il y en a plusieurs en Allemagne et elles ont un travail, enfin, elles sont nombreuses, quoi. Donc il y a vraiment un travail quasi, entreprise, qui est super, hein, avec des publications, des livres et des choses qui sont publiées, là-bas pour vraiment, répandre heu l'information et le soin et la prise en charge. Donc ça, c'est super. C'est eux qui ont posé un petit peu, un standard de prise en charge de techniques, conservatrices avec ce fameux la thérapie décongestive complexe. Ça, c'est les associations qui ont mis ça en place, par exemple, qui est repris par le corps médical. Donc il y a une meilleure connaissance, il y a une meilleure, sans doute, conduction aussi de l'information et plus ouverture, on va dire, là-bas et oui, les patientes allemandes ont plus de chances, d'avoir une prise en charge, sympa, en Allemagne. Mais écoute, c'est frontalier, on n'est pas loin, ça va venir chez nous, on y croit. Non, parce que ma réflexion, c'est, alors est-ce que c'est vraiment spécifique à la France ou à la vision, qu'ont les Français? Bah, enfin voilà, de se faire opérer par un chirurgien esthétique, ça met, quand même un blocage dans le sens où on se dit: «Bon, il y a de l'argent, on sait qu'on paye très cher pour se faire opérer». Et ma question, c'est est-ce que, en Allemagne, c'est, «mieux vu» entre guillemets, d'impliquer les chirurgiens esthétiques, dans le traitement de la maladie, qu'en France? Alors est-ce que c'est pour ça justement qu'on parle beaucoup de l'étranger? Ouais, je comprends ce que tu veux dire, oui, je comprends qu'il y ait une forme de blocage, sur le fait que les chirurgiens, plasticiens, produisent des actes, qui ne sont pas remboursés. C'est pas toujours vrai. En fait, c'est pas tellement la personne qui pratique l'acte, mais c'est la cotation de l'acte qui compte. Les plasticiens performent parfaitement des actes remboursés, à partir du moment où c'est coté comme, par exemple, de la reconstruction. On est d'accord? Et d'ailleurs, je vais t'ajouter que moi, le premier chirurgien qui m'a opéré m'a dit très poliment que: «Waouh, c'était de la reconstruction sur moi». Sympa. Mais pour autant, moi j'ai payé plein pot, j'ai pas été remboursée. Ce que je veux dire, c'est que, c'est pas dans le système français et nous on va se battre pour ça et on continue. C'est pas la personne qui performe l'acte, c'est la cotation de l'acte. Donc il faut que, les décisionnaires et la sécurité sociale puissent se saisir du fait que, la liposuction, dans le cas du lipœdème, est thérapeutique. Ce n'est pas un acte cosmétique.
C'est un acte thérapeutique pour les enjeux de mobilité, de santé générale qu'il y a sur le corps des femmes à subir, cet acte-là. De douleur, de qualité de vie. Il y a beaucoup d'enjeux sur la santé des femmes, qui est impliquée et c'est pour ça que nous, on veut vraiment essayer de le faire qualifier comme un acte, thérapeutique. Heu, sur les stades avancés, c'est quand même, criant qu'il y a une baisse de mobilité, qu'il y a un côté fonctionnel qui est entravé et nous, on se battra pour ça, pour que ces femmes-là soient vraiment prises en charge par le système. Mais on n'exclut pas que, les institutions soient sensibles au fait que les douleurs, elles sont réelles, que la fatigue, elle est réelle, même dans les plus petits stades et que même si on n'a pas un remboursement complet de ces actes-là, bah, d'être accompagné sur un mieux-être, ça compte et ça compte pas simplement pour nous, mais c'est parce qu'on est souvent, enfin, on n'est pas des îles, quoi. On est entouré par des gens, on vit avec d'autres personnes et que nous, quand on est, pas bien, fatigué, qu'on a mal, qu'on peut pas suivre, que enfin et toute la panoplie des symptômes qui vont avec le lipœdème, bah, ça a des retentissements, alors déjà sur nous, merci, hein, pour l'humeur et puis, la santé, le moral, hein, mais aussi pour les gens qui vivent autour de nous. Il y a un enjeu de santé publique autour du lipœdème et nous, on lâchera rien de ce côté-là, quoi. Je crois que les la prise en charge des stades avancés est envisageable et même dans un futur, moyen terme. Après le reste, ben, faudra le négocier, quoi. On parle aussi oui, on parle, là, on parle de prise en charge d'opérations, mais bien sûr aussi, le fait que, bah, la prise en charge des collants, des drainages, de tous la les traitements conservateurs, c'est sûr que c'est aussi, un ça a un coût quoi, hein, important, hein. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi, oui, malheureusement, on a une maladie, si tu veux bien te soigner, ça va coûter un bras. Pardon, il faut le dire. Cependant, heu, le sur la question des collants, parce qu'on s'est posé aussi la question à l'association, on a eu des éléments de réponse, y compris à l'HAS. C'est intéressant de savoir que pour le coup, c'est pas tout la sécu qui décide de ce qui est remboursé, ce qui est pas remboursé, mais c'est aussi les industriels qui, doivent faire valoir que leurs produits répondent à une pathologie particulière. Donc il y a une démarche, si tu veux, des industriels auprès, des instances à avoir cette cotation pour pouvoir avoir le remboursement de leurs produits. Donc nous, on les oublie pas. Voilà. Pour l'instant, on est avec les médecins, on a pas mal de boulot, mais on n'oublie pas les institutionnels qui un jour nous verront débarquer pour leur demander: «Hey, est-ce qu'on peut pas revoir les cotations, de votre côté et que vous, remplissiez le cahier des charges qui correspond à la pathologie du lipœdème?» qui est une maladie codifiée, dans la CIM. Donc, là-dessus, on n'a plus de il y a plus d'équivoque, hein. Oui, j'en avais parlé au début, mais il faut que, mesdames, tout le monde soit d'accord sur le fait que le lipœdème est une maladie codifiée dans la classification internationale des maladies. Donc il y a pas de discussion sur est-ce que ça existe, est-ce que ça existe pas. L'HAS nous l'a redit, c'est-à-dire que, on n'a pas besoin d'une reconnaissance officielle de cette maladie parce qu'elle est reconnue par la communauté scientifique internationale. Donc on peut tranquillement quand même passer, voilà la porte de consultation d'un médecin en disant: «Attention, c'est codifié dans la CIM», qui est une référence. Donc la maladie est reconnue. Donc rapport aux industriels et ben, il va falloir qu'ils fassent aussi cette démarche-là de dire: «Ben nous, on a des produits qui correspondent à cette pathologie-là» et à ce moment-là, ça débloquera des choses, aussi pour le remboursement pour les femmes. Parce que oui, on y pense, oui, ça a un coût, bien sûr. C'est pour ça que tu me disais, on parle pas de reconnaissance, du lipodème tout à l'heure? Oui. Non? Ouais, Ouais. je fais les Oui. liens. Ouais, merci Claire, ça rend tout plus facile. Oui, mais c'est important que nous aussi, les patientes, on saisisse de ça, je crois, parce que mais même nous, à l'association, pendant longtemps, on disait: «Bon, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de reconnaissance» et il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience, hein, qui fait qu'on n'est pas reconnu. Moi, quand je vais devant un médecin, tu dis: «J'ai un lipœdème», il va te dire: «Connais pas, ça existe donc ça existe pas, quelque part». Donc il y a ce qu'on a on vit ce côté, nous, de manque de reconnaissance, mais en réalité, le lipœdème est une pathologie actée par la communauté scientifique internationale et on devrait pas avoir besoin d'être reconnu. On est connu, voilà, quelque part. Ouais, je comprends. Alors on parle de quoi? De sensibilisation? Oui, De formation? de sensibilisation, d'éducation, D'éducation? Ouais. c'est Mmh. ça. Mmh et on y croit, on fait tout pour et je crois qu'il y a une bonne dynamique qui est en train de se mettre en place. Alors évidemment, hem
ça va encore être une route longue, hein, mais il y a une dynamique qui se met en place. Nous, on sent qu'il se passe des choses au niveau des institutions, des professionnels sont curieux, commencent à s'organiser entre eux pour créer de la publication aussi, qu'ils puissent, transmettre à leurs confrères. Il y a une recherche qui s'organise un petit peu en France aussi. Il y a des choses qui se font et une dynamique qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'on peut espérer des belles choses, ouais, dans les temps à venir. Non, mais Alors c'est ouais. non. Je dis c'est positif, et justement là, alors, rapidement, est-ce que, sur au congrès, par exemple, tu as pu, avoir, plus d'informations sur les traitements conservateurs? Ceux qu'on bon, il y en a qu'on connaît déjà, mais est-ce qu'il y avait eu d'autres informations intéressantes? Alors les traitements conservateurs, je vais pas te mentir, j'ai été surprise parce que, par exemple, bah, la compression, si tu veux, on en a peu parlé. Presque pas, parce que c'est tellement intégré pour ceux qui connaissent, le lipœdème, pour, les professionnels qui prennent cette maladie en charge, la compression est complètement intégrée dans leur système de traitement, si tu veux. Donc ça fait partie du truc, on n'en parle plus, quoi. Les drainages, même chose. Il y a eu aucune étude sur, les drainages, mais ça fait partie de la boucle, on n'en parle même plus, si tu veux, c'est intégré. Donc les études ont porté ce qui a été remonté sur, les explorations récentes, en fait, hein, les traitements, par ultrasons, les traitements par, ondes de choc, le kinesiotaping et la mésothérapie, par exemple. Donc ça a été des choses qui ont été explorées, mais et je l'ai remonté quand, j'en ai parlé un petit peu, mais, hem, j'ai remonté la faiblesse quand même que je trouvais dans ces études-là, c'est-à-dire que ces traitements, ont été étudiés conjointement. Donc leur efficacité isolée, on la connaît pas bien. Donc je dis: «Pourquoi pas?» C'est encore des choses à explorer. Il y a eu des effets, hein, significatifs de ces traitements-là, mais ils étaient, employés conjointement et des fois assez fréquemment, c'est-à-dire 2 fois par semaine. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les femmes intègrent ça aussi dans leur vie, quoi, hein. Ça a un coût aussi, sans doute. Alors pardon, moi la question du coût des traitements par ultrasons ou par, ondes de choc, je suis pas allée le voir. Je sais pas combien ça peut coûter, mais voilà, je pense que faut le mettre aussi, dans la balance. Mais disons que voilà, ce qui a été exploré, au congrès, bah, ce sont ces axes-là. Heu, la compression et le drainage, lymphatique manuel et pneumatique aussi, hein, ne fait plus débat. On sait que ça soulage, on sait que ça fait du bien et c'est quelque chose définitivement dont on devrait, équiper les femmes, en tout cas accompagner les femmes avec, voilà, en première intention si tu veux. Et l'alimentation aussi? Alors l'alimentation, ça a été remonté, il y a eu tout un module, sur l'alimentation. Alors phénomène de mode ou pas, je sais pas, mais il y a eu beaucoup d'études sur, l'alimentation cétogène, voilà, qui a remonté, des effets donc bon, on aime ou on n'aime pas. Si tu veux l'alimentation, moi je continue à croire que c'est quelque chose de très personnel. Oui, on a besoin de data sur, ce qui se passe. Oui, l'alimentation définitivement fait partie rentre dans la balance, hein, du soulagement et de la prise en charge du lipœdème. Je crois qu'il faut, pas perdre de vue que, bah, c'est les femmes qui s'alimentent. Donc il faut que ça reste intégrable dans leur vie. Il faut que ça reste, cohérent avec, leurs besoins et leurs envies. Je crois que s'il faut remonter une grande donnée de l'alimentation, c'est, réduire le sucre. En gros, voilà, c'est ce que propose c'est le facteur commun un petit peu des régimes qui ont été remontés, donc le cétogène, le méditerranéen, en gros et sont les 2 régimes qui ont été étudiés, au congrès. Ce que moi je retiens quand même, c'est, le dénominateur commun, c'est la baisse en sucre. Alors après, est-ce qu'on en passe par, une hausse de gras ou alors une hausse de protéines? Je laisse les femmes, d'abord essayer ce qui marche le mieux pour elles. Tu vois, par exemple, nous à l'association, on a une copine qui fonctionne très bien avec le cétogène, qui réduit vraiment ses douleurs, elle en témoigne. Elle l'a arrêté pendant un moment, elle a remarqué que les douleurs, revenaient. Donc alors OK, hein, c'est juste un cas, hein, mais on peut pas ignorer, donc ça fonctionne pour certaines, c'est-à-dire que ça s'intègre très bien avec son style de vie, elle fait ça facilement. Moi, je sais que j'ai essayé, j'ai pas assez de discipline, pardon. Je suis incapable de faire un cétogène sur le long terme, mais bah, j'adapte, différemment et ça me convient, ça marche. Disons que bon, mon poids il est stable et c'est aussi la chose qu'il faut, retenir, c'est que dans l'hypodème, ce qui est important, c'est pas la perte de poids, hein, c'est la stabilité du poids. Donc il faut que les femmes aussi comprennent que, se mettre la «rate au courbouillon» entre guillemets, ou en tout cas se dénutrir, faire des régimes hypocaloriques
drastique pour perdre du poids n'est pas indiqué, n'est pas conseillé. Il faut se respecter, il faut garder un poids stable. Ce qui est embêtant dans l'hypodème, c'est la variation de poids, parce qu'il y a des développements fibrotiques qui se produisent avec chaque, prise de poids et on sait que dans les hypocaloriques sévères, c'est difficile, de tenir dans le temps et qu'il y a souvent un effet, yo-yo qui est associé et ça, c'est pas conseillé dans le l'hypodème. Donc il faut que les femmes fonctionnent avec un régime alimentaire d'abord dans lequel elles sont confortables. Je crois que le dénominateur commun, c'est on garde le sucre bas et puis le reste, bah, voyez ce qui marche le mieux pour vous. Il y a plein de détails sur internet, hein, mais Oui, faut prendre d'un peu de tout quoi, régime méditerranéen, cétogène, le bas aussi il y a, alimentation anti-inflammatoire, de prendre, ce qui nous convient et là où on arrive à trouver un équilibre quoi, hein. c'est ça, je suis d'accord. Mmh. Oui, il faut que ce soit durable. Ça a été évoqué dans le congrès, mais il faut que ce soit soutenable par les femmes dans le temps. Donc faut qu'il y ait un certain confort de chacune à soutenir, le régime qu'elles entreprennent. Pas culpabiliser quand il y a un écart, c'est pas grave, on se remet, voilà tranquillement, hein, on a le droit à des Noëls et des anniversaires et une coupe de champagne de temps en temps. Heu, voilà, faut dédramatiser, je pense, déculpabiliser le côté alimentation, le maîtriser, le plus, confortablement, dans, notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne. Il faut pas oublier que certaines d'entre nous, on a des familles aussi, donc on se nourrit nous, mais pas que, il y a on les nourrit eux aussi, donc bon, bah, si tu veux pas faire de menu, toute ta vie, il faut négocier quoi, le menu, retenir que c'est la stabilité du poids, qui compte dans le lipødème. Voilà. Et côté chirurgie, du coup, il y avait des avancées, nouvelles. Alors on connaît, les techniques, micro-canules, injection de liquide tumescent. Bon, il y a de plus en plus de nouvelles choses aussi, je sais pas si tu as eu des infos à ce sujet? Alors oui, il y a plusieurs, techniques, de liposuction qui ont été présentées, pendant le congrès. Heu, il y en a encore plus qui étaient présentes, si tu veux, dans le hall. Il y a un hall d'exposition en dehors de la salle de conférence où il y avait plein d'exposants et des techniques, de liposuction et des appareils de liposuction avec, assistés avec différentes, techniques. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Ce qui est remonté au congrès, les 3 techniques, j'en ai un peu parlé, c'est, la technique assistée par ultrasons. Heu, elle est, assez soutenue en ce moment par les chirurgiens parce qu'apparemment elle présente certaines, enfin une réelle assistance si tu veux aux chirurgiens dans, la fragmentation des graisses, voilà par ultrasons, ce qui faciliterait un peu leurs gestes et c'est vrai qu'il faut comprendre que nous les patientes, de lipœdème, on traîne un petit peu nos jambes comme un boulet, mais pour les professionnels, c'est pas facile non plus toujours de nous prendre en charge. Il y a de gros volumes, bah, le geste, il doit être régulier, donc faut pas fatiguer non plus trop le bras. Enfin, tu vois? Je veux dire, il y a quand même, faut prendre en compte que c'est pas la petite liposuction de la culotte de cheval, la petite bosse et puis c'est fini, quoi. Nous, il y a vraiment des volumes. Donc les chirurgiens essayent d'avoir des techniques quand même qui leur facilitent un petit peu le geste et en ça, l'ultrason, fonctionne bien. La wall, est toujours, d'actualité, toujours, maintenue, donc c'est la technique, assistée par jet d'eau, qui se pratique beaucoup, en Allemagne, mais pas que, en Italie aussi, hein par exemple, il y a un chirurgien qui a, présenté, sa façon de faire. Lui, il a les 3 techniques. Alors la laser, la ultrason, la wall assistée par, jet d'eau et la PAL, aussi qui est Power Assisted Liposuction, qui est, la technique si tu veux un peu plus ancienne qui est, enfin qui est plus globale quoi dans l'usage de, la pratique de la liposuction si tu veux sur les autres patientes, aussi parce qu'elle est bien en surface. Les canules sont fines et il y a un bon résultat en superficie, avec cette technique-là. Bon, bah, il y a un chirurgien par exemple, il a les 3 techniques et il utilise, facilement les 3 sur une même patiente. Alors pas dans la même intervention, toujours, mais il peut utiliser les 3 sur deux interventions sans aucun problème et par exemple, la wall, elle est pas mal pour les graisses qui sont centrales et donc pour les mollets, on en parlait tout à l'heure, mais la graisse, en fait, des mollets est considérée plus profonde parce que plus centrale, proche de l'axe, en fait, des veines et de l'os, en fait. Donc voilà, il y a des parties du corps qui répondent mieux à certaines techniques
Et puis sur les parties gros volume, ben, il y a des assistances, qui facilitent un peu le travail des chirurgiens et ça a été remonté et donc ils combinent souvent les techniques pour avoir un résultat, optimal. Après il y a des techniques par exemple par vibration, hem, je vais pas en parler trop parce que j'ai pas de retour, plus que ça et ça c'est clivant, c'est une technique plus clivante. Voilà, il y en a qui soutiennent que c'est pas recommandé pour le lipœdème, il y en a qui soutiennent que ça marche bien, donc je vais pas m'engager là-dessus, mais si tu veux, voilà, il y a d'autres, techniques, assister avec d'autres choses, mais pour l'instant, il y a pas beaucoup de retours, dessus. En tout cas, ça met pas tout le monde d'accord, donc on va rester sur un terrain connu. Le chirurgien, tu le choisis en fonction de sa technique, du coup? Question. Qui moi? Non, mais Ah globalement, non. c'est compliqué dans le sens où, il y a plein de techniques différentes, Ouais. plein de chirurgiens différents, pour le choix du chirurgien. Voilà, se dire: «Bon, bah, je vais pas» il y en a qu'il faut surtout pas prendre. Il y en a qui ne connaissent pas du tout le lipodème et qu'il faut surtout pas, aller voir. Alors, oui et non, j'ai envie de te dire, je suis d'accord. Alors moi, j'ai fait cette erreur, hein, de faire confiance à quelqu'un qui connaissait pas. Si c'était à refaire, je ferais mon parcours, différemment. Néanmoins, j'ai pas de complications liées à la liposuction, si tu veux. Donc, ils vont pas forcément te mettre en danger. Ils vont peut-être pas faire le job jusqu'au bout, comme ça s'est passé pour moi, mais, ils vont pas forcément te mettre, en danger sur la technique, de liposuction. Le choix d'un chirurgien, je crois que c'est très personnel. La technique compte, mais elle doit pas, prévaloir. Je crois que l'expertise du chirurgien, tu as raison, hein, prime, parce que les techniques, peuvent peut-être amener un petit plus, dans l'intervention, mais les différences entre les différentes techniques ne sont pas établies quoi, ne sont pas significatives. Simplement, ce qu'il faut éviter, c'est le lymphœdème secondaire. C'est la grande, problématique de la liposuction, des femmes atteintes de lipœdème parce que le système lymphatique est plus tortueux et donc c'est l'expertise du chirurgien qui est importante aussi. Mais une fois encore, moi j'ai été, opérée par un chirurgien qui connaissait pas spécialement, cette pathologie et je m'en suis bien sortie. Après je crois qu'il y a un côté aussi relationnel, hein, avec le chirurgien. Ça moi je enfoncé, il faut aussi un aspect de confiance, faut un aspect où, il répond à tes questions, où, il peut te t'accompagner, il y a l'opération mais pas que, il y a le post-op, il y a le voilà, le suivi de la prise en charge de ta maladie aussi après, donc tout ça fait partie d'un package. Mais oui, l'expertise du professionnel compte et une fois encore, nous, ce qu'on veut, c'est que cette expertise se généralise, quoi. Ah, si je me dis: «Bon, si tu tombes» parce qu'en fait, ça me j'ai eu des témoignages dans ce sens-là avant qu'on parle vraiment de la maladie, des femmes qui allaient se faire opérer, en liposuction, comme on dit à sec, c'est-à-dire, sans Mmh. toutes ces méthodes. Toi, c'était pas ton cas, hein? Tu as pas été opérée, de cette façon-là? Alors non, moi, j'ai pas eu de liposuction, sèche. En réalité, je crois que ceux qui font ça, genre, ils ont 70 ans, quoi. Enfin, c'est très, très rare. Aujourd'hui, c'est une Ouais, vieille c'est vieux. technique, Mmh. c'est vieux, ça fait longtemps qu'ils sont passés à autre chose, donc il y a peu de risques, il y a pas de risque, enfin, de tomber sur quelqu'un qui propose une liposuction, sèche, mais si jamais on vous propose ça, oui, sortez, courez, allez Oui, voir quelqu'un d'autre. mmh. Ouais, j'avais pas forcément, ce truc de se dire bon, c'est vrai, qu'aujourd'hui maintenant, ils utilisent plus ou moins, ces techniques-là, pour d'autres maladies ou d'autres zones à opérer, quoi. La liposuction sèche, tu veux dire, si elle a été recyclée pour d'autres, Non, c'est les techniques, dont tu parles pour le lipodème, ouais. c'est des techniques qui sont habituées au-delà, du lipodème, en fait. Alors oui, sans doute, mais quand même, il y en a qui sont, particulièrement indiqués pour l'lipœdème, une fois encore, rapport au volume qui sont retirés. C'est-à-dire que, la liposuction assistée, par jet d'eau, par exemple, mais même l'ultrason, oui, évidemment, qui peut le plus peut le moins. Donc évidemment, si tu peux enlever des grands volumes avec ça, tu peux en enlever des plus petits. Mais par exemple, il y a des limites aussi de certaines techniques. Tu vois, j'ai entendu, sur la wall, il y a une expertise particulière avec cette technique sur le contrôle de la pression du jet d'eau. C'est-à-dire qu'en profondeur, le jet d'eau doit être, important, doit être, très rapide pour déloger les graisses.
Par contre, en surface, il faut baisser cette pression parce qu'autrement on peut avoir des irrégularités en surface. Donc il y a quand même, une expertise à avoir avec cette technique-là. Quand tu as pas beaucoup de volume, à enlever, bah, tu prends peut-être une technique où il y a pas de difficulté, tu vois, avec, le l'aspect de peau quoi, avec, la surface. Tu fais une pâle parce que, tu as moins de risques. Tu vois, il y a quand même des techniques Ouais, qui bah sont appropriées. c'est là, ouais, expertise du chirurgien qui est importante parce qu'au final, regarde, moi, je parle pour mon cas, c'est vrai que j'ai des irrégularités, en surface, passage de la canule, trop proche, qui est pas, symétrique du coup, donc qui est tu vois? Ce que je veux dire, c'est que, bon, bah, il y a le feeling avec le chirurgien, mais il y a aussi comment il a opéré, antérieurement, d'autres patientes, quoi. C'est ça qui aide aussi dans le choix, hein. Ouais, je comprends, d'abord, bah, je suis désolée Claire, que ce soit pas passé comme tu veux parce que tu aurais, dû avoir une prise en charge, voilà, où on fait attention à ces choses-là. Il y a ces 2 aspects, hein, dans l'hypodème. Oui, il y a un aspect fonctionnel, thérapeutique, tout ça, mais il y a un aspect évidemment esthétique aussi, à la chose. C'est pour ça que nous, on n'a pas de problème à collaborer avec les chirurgiens plasticiens et en France, parce qu'ils ont cette expertise-là, par contre, d'aspect quoi, de peau, qui est un peu le finish du traitement, chirurgical, mais qui compte aussi, on va pas se mentir. Heu, le traitement de la graisse, demande une attention un petit peu particulière aussi, ça nous a été remonté parce que, je enfin, mais il y a des questions de volume. Si les volumes sont enlevés sont trop importants, attention, ça peut nécroser, la peau et la surface, des membres. Ça, c'est un vrai problème. Après, il faut faire des greffes de peau. Alors le côté esthétique, enfin, voilà quoi. Hem, il y a aussi une question d'anémie qui peut être importante et ça nous a été remonté par, le professeur Hersan et du coup qui voit certaines femmes revenir d'Allemagne, mais directement quoi, hein, de Gare du Nord au service de réanimation, de l'hôpital parce qu'elles sont en déglobalisation, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé des volumes tellement importants qu'elles tombent dans les pommes quoi, elles sont anémiées. Donc service de réanimation, direct. Donc faut faire attention à ces choses-là et normalement nos chirurgiens ont cette expertise de mesurer les quantités qui sont, enlevées pour pas que ce soit problématique, de contrôler l'aspect de peau et puis si jamais il y a un truc qui va pas, de pouvoir reprendre ça, derrière, sans problème. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que moi je me bats pour que, il y ait cette prise en charge de proximité pour les femmes. Qu'à l'hôpital où elles vont le plus proche, où il y a un service de chirurgie de reconstruction, je veux le dire, c'est pas que de la chirurgie esthétique, hein, c'est de la chirurgie plastique et de reconstruction. Et nous, on s'inscrit dans cette chose-là où c'est thérapeutique, quoi. Et bah, il y ait cette proximité pour avoir cette sécurité que s'il y a quelque chose qui va pas, qu'on puisse intervenir tout de suite, tu vois? Ouais. Mmh. Oui, oui, bah, après, il faut quand même, voilà, c'est pas une opération anodine, donc il faut quand même faire attention, là où on va se faire opérer, hein, c'est un fait, hein. Mmh. Ouais, après tu peux demander des retouches. Si tu es pas contente, tu peux le dire aussi. Une fois encore, à un moment, bah, faut être satisfaite, hein, du traitement que tu as reçu. Il y a le côté, OK, on l'a dit, douleur fonctionnelle, très bien. Globalement, la on sait que la liposuction a de bons effets là-dessus, mais on va pas oublier le côté esthétique et si les femmes sont pas satisfaites, faut qu'elles puissent le dire et ça peut se retoucher, quand même normalement. Il faut quand même ouvrir cette porte-là, quoi. C'est-à-dire qu'il faut en parler avec ton chirurgien, à la base. Si ça me plaît pas, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Si c'est pas régulier, c'est un risque, ça peut arriver. Je veux dire, voilà, après bon, la médecine, c'est toujours, c'est jamais 100. Tu sais, on réagit pas toutes aussi, de la même façon au même traitement, heu mais qu'est-ce qu'on se fait si ça se passe pas, bien? Faut pouvoir, poser ça peut-être, avant. Mais il y a pas de reproche, hein. Moi, tu sais, moi, j'ai subi des actes, maman, c'est moi, c'est irrécupérable des cicatrices. Bon, bah, voilà, j'aurais dû en parler avant aussi, je l'ai pas fait. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on en parle, c'est pour ça qu'on alerte, c'est pour ça qu'on dit voilà, heu, il y a des choses à savoir, il y a des choses à faire, à pas faire et il y a une expertise qui doit se généraliser, oui, c'est important. La Ouais, santé c'est des ça, femmes bah, dépend. moi, c'est pareil, hein, quand, je me suis fait opérer, on n'en parlait pas trop, donc au fur là, de plus en plus, on en parle, on sensibilise, donc les prochaines, ça peut que mieux se passer, quoi, on va dire, je pense.
Oui, alors c'est ce qu'on espère, hein, c'est que cette prise en charge se démocratise et se généralise. Après, une fois encore, on est dans la médecine et c'est pas une science exacte. C'est-à-dire que, tu peux avoir le meilleur chirurgien, le gars qui a enlevé des litres et des litres, des tas de femmes Mmh. et puis, bah, ce jour-là où ça va pas bien, où la femme a une condition de santé qui n'était pas revenue et ça fait pas un bon match avec le traitement, où il se passe quelque chose, bon, c'est des choses qui peuvent encore arriver, c'est jamais une garantie. Mais bon, ben, voilà, ce qu'on voudrait, c'est prévenir un maximum les risques, évidemment avoir les la plus grande expertise possible et la possibilité, bah, peut-être de revenir dessus s'il y a un souci, c'est encore une option, hein. J'en profite pour te demander, est-ce qu'ils ont parlé du fait que ça peut, grossir dans d'autres zones après l'opération? Alors, ça n'a pas été discuté au congrès. Moi, j'ai pas de données, si tu veux, là-dessus. Sur mon cas personnel, j'ai envie de te dire, oui. Moi, j'ai observé, une repousse un petit peu dans les bras. J'en avais un peu dans les bras. Mmh. J'en ai un peu plus. C'est pas dramatique. Bon, mais je regrette pas mon intervention pour autant, si tu veux. Mais oui, j'ai remarqué qu'il y a d'autres zones du corps, qui peuvent pousser, hein. Oui, oui, bah, c'est des témoignages, il y en a beaucoup des témoignages dans ce sens-là, mais c'est vrai que pour l'instant, ça a pas été, trop, enfin, il y a pas eu trop d'études au final, hein, sur ça, hein, sur l'après, chirurgie. Ouais, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que c'est vraiment une question qui a besoin d'être explorée parce que oui, il y a d'abord de plus en plus de femmes qui subissent cette chirurgie donc ben, on a envie de savoir les effets à long terme, hein. On l'a dit et c'est vrai, souvent les études, de long terme de follow-up, de chirurgie sont souvent conduites par des cliniques. Donc est-ce qu'il y a un biais, voilà, à leur recherche? Bon, on pose la question. Ce qui serait bien, c'est que ce soit des médecins qui suivent ça. Typiquement, le docteur Herbst, je pense, travaille dans un centre où la chirurgie est exercée, mais elle n'est pas chirurgien. Elle est endocrinologue, elle n'a pas spécialement de gain, si tu veux, à opérer les femmes. Donc bah, j'aime bien que l'observance de ce genre de choses, soit faite, heu par des non-chirurgiens et je pense que ça va venir et je pense qu'il faut la donner avec ça. Pour l'instant, quand même, globalement, ce qui a été remonté, c'est qu'il y a un soulagement des symptômes qui est assez important avec la chirurgie. Donc on ne veut pas non plus balayer, cette piste-là en disant: «Mais ça regrossit ailleurs». Heu, si tu veux, il y a un équilibre en fait bénéfice-risque. Les bénéfices, et complications ou recroissance. Bon, de mon point de vue, la balance, elle pèse toujours en faveur de l'intervention, chirurgicale, mais bien sûr, bah, pour équilibrer, pour mieux comprendre, il faudra explorer ça après, la recroissance après, bien sûr. Oui, oui et après, alors j'ai 2 autres, petites questions, on va essayer de se dépêcher du coup parce qu'on Oui, les arrive retourne. à l'heure tourne mais alors une des 2 questions donc c'était, est-ce qu'on a confirmé une femme sur 10? Est-ce que c'est quelque chose dont ils ont parlé au congrès? Alors la prévalence sur la population générale, c'est encore une grande question. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'estimations, d'extrapolations, de choses en clinique, privée aussi qui ont été faites. Moi j'ai retenu un range, enfin un écart comme ça entre 5 et 17. Donc oui, si on est à peu près au milieu, autour de 10. C'est en gros, si tu veux, le gros smile, le chiffre qui est retenu. Non, on n'a pas de données fermes encore là-dessus. C'est-à-dire que, il faut continuer à en parler, il faut continuer à mesurer, la prévalence, il faut continuer en fait à relever les diagnostics, à poser les diagnostics et les remonter et voilà pour étendre ça, sur la population générale. Pour l'instant, le consensus, c'est ce chiffre-là qui est retenu, c'est vrai. Et pour finir, du coup, tu parlais de la recherche en France. Est-ce que, tu as des éléments? Parce que alors moi, j'ai entendu récemment que ça intéressait pas forcément, le monde médical, donc je sais pas, si tu as des infos? Alors écoute, un petit peu d'abord, nous on a eu une super, surprise. Je te dis, on a des angiologues français, enfin un angiologue français en tout cas, qui nous a envoyé spontanément, une étude, qu'il a lui-même, publiée quoi, hein, avec un confrère. Donc il y a quand même,
il y a des choses qui sont faites, à ce niveau-là et puis en chirurgie, on sait qu'il y a des études qui sont conduites actuellement et notamment, sur l'observation de la réduction des douleurs en post-op, sur le lipœdème. Donc ça, c'est une donnée tout à fait intéressante. C'est quelque chose qui avait été remonté aussi au congrès. Si tu veux, la douleur, c'est encore quelque chose qui est mal compris. Donc c'est tout à fait important que d'abord nous, on en parle à nos médecins, qu'on le remonte et qu'on voit les effets, de tel ou tel traitement, sur les douleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à être conduit en France. Donc on attend avec impatience, les résultats de ces études-là. Bon, il y aurait plein d'autres choses à explorer, hein, qui sont explorées ailleurs, hein, mais bon, bah, la génétique, j'en parle, je pense qu'on a des clés, là-dedans. Il y a des choses assez, voilà, le la matrice extracellulaire, on en parle, mais c'est sans doute un facteur, favorisant la croissance, des cellules graisseuses. Donc on a envie d'en savoir plus parce que ce qu'on perd pas de vue aussi, c'est que, on n'exclut pas la piste médicamenteuse un jour, hein, du lipœdème. Plus on comprendra les mécanismes physiopathologiques qui opèrent dans le lipœdème, les intrications avec voilà, le côté vasculaire, lymphatique, graisseux, hormonal, tout ça, le plus ça laisse, des champs d'action chimiques quoi, par la médication et bah, ce serait super pour éviter de passer sur la table un jour et que bon, avec un traitement, bah, je trouve que ce serait une option intéressante, quoi. Donc il y a plein, plein de choses à explorer dans le lipødème qui sont passionnantes et ça, moi, je l'ai remonté au congrès, brièvement, mais je veux dire, c'est quelque chose aussi auquel je crois. C'est-à-dire que plus on développera la connaissance et la recherche sur le lipødème et qu'on comprendra donc les rouages qui se jouent, entre la génétique, bon et tout ce qu'on parlait, les développements physiopathologiques, tout ça, heu mieux on comprendra d'autres, maladies aussi qui sont connexes ou en tout cas qui sont affiliées au lipødème. Il y a d'autres adiposes qui existent, la maladie de Dercom, il y a d'autres, il y a la lipohypertrophie, maladies comme ça des tissus graisseux qu'on comprend pas très bien. Donc est-ce que si on en axant la recherche là-dessus, on comprendrait quand même un large spectre des maladies des tissus graisseux et pourquoi pas, l'ouverture à une médication et là, ce serait super. Voilà. Bah, merci Manuel en tout cas. Est-ce que pour finir, l'épisode du podcast, tu as un message à faire passer aux femmes qui nous écoutent, aujourd'hui? Oui, bien sûr, merci beaucoup encore Claire, hein, pour ce moment et puis, à toutes celles qui nous écoutent, on garde le cap mesdames, heu, écoutez-vous, observez-vous, prenez soin de vous. Vous n'êtes pas seules, dans ce combat-là. Il y a des choses qui se mettent en place, il faut garder espoir. Garder espoir que, une amélioration significative de la prise en charge peut arriver dans les temps à venir et les temps pas si lointains, je pense. Nous, on fait tout pour. Donc, prenez soin de vous. N'hésitez pas à surtout partager ce que vous vivez, parce que c'est important que les autres, d'abord ceux qui vivent autour de vous, sachent un petit peu ce que vous traversez, ça compte, mais pas que, vos professionnels de santé et puis remontez ce qui marche, ce qui marche pas. Votre santé et votre morale comptent, c'est important, c'est prioritaire. Donc, voilà, prenez bien soin de vous et on garde le cap. Il y a des choses qui sympas qui peuvent arriver. Merci Emmanuel. Merci à toi, Claire.